je ne crois pas à la théorie de l'évolution, on était un singe, etc. Peut-être que eux, les Occidentaux, ils ont commencé par être des singes et sont développés. Ça, c'est leur histoire, pas de problème. Mais dans nos traditions, non, non. Dans nos traditions, tout ce que j'étudie, aucun ancien me dit que nous, on venait des singes. Ouais. En Afrique, je vais en Amérique du Sud, j'ai la chance de beaucoup voyager, je vais dans les Caraïbes, partout où je vais, aucun ancien ne m'a dit que notre peuple venait des singes. Je ne pars jamais dans un voyage sans me dire que je ne peux pas me faire arrêter. Je ne pars jamais dans un voyage sans me dire que je ne peux pas me faire tirer dessus ou me faire tuer. Je ne pars jamais dans un voyage en me disant que je suis sûr de revenir voir mes enfants. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphie, fondatrice de Black Connection et aujourd'hui j'ai l'immense privilège de présenter une émission qui est produite par BeYouTube où nous allons accueillir une très grande personnalité. Donc il est activiste politique, il a d'ailleurs été désigné comme la personnalité politique en 2017, il est également écrivain, il est également entrepreneur, il est père de famille et c'est le très grand Kémy Séba. Je risque de blanchir. Si tu continues à me faire des latalakou comme ça, petite sœur. Mais je suis très touché par la présentation. Bonjour Kémy, comment est-ce que tu te sens? Ça va, fatigué un peu. Ouais. J'ai un staff qui n'a pas compris que l'esclavage est terminé et qui continue à me faire travailler à chaque instant. Ne dis pas ça. Non, je rigole. C'est de l'humour très sombre. Mais plus sérieusement, on a un rythme qui est très soutenu depuis un bout de temps. Pas depuis des semaines, c'est depuis vraiment des mois. On va dire que notre ONG, depuis septembre de l'année dernière, a mis l'accélérateur sur beaucoup de chantiers. Et donc ça n'arrête pas. Mais c'est productif parce qu'on en voit les résultats sur le terrain en Afrique francophone ou même dans la diaspora. Donc je suis content et je suis très content d'être là avec la fusion version DBZ de Black Connection et de BeYouTube. Super, bah écoute, c'est vraiment un privilège de te recevoir. Mais tu sais, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de politique. Ah, bon, oui. Donc on m'a menti. C'est pas ce qu'on m'avait dit. On t'a piégé. On t'a piégé parce qu'on sait que c'est ce que tu aimes. J'ai des agents dans mon staff, alors. Okay. Oui, beaucoup d'agents. Fais attention à toi. Il n'y a pas de problème. Non, on n'est pas là pour parler de politique et en plus, on est dans un lieu assez spécial. On est dans une machine à remonter le temps. Je dirais même à voyager dans le temps. Ah, bah, tu parles à quelqu'un qui est tombé complètement fou du film Tenet. Ok. Sur la notion du retour dans le temps. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Ça ne me dit rien, non? Ouais, bon, c'est un film un peu relou, mais ceux qui creusent, ils vont beaucoup l'aimer. D'accord. C'est avec le fils de Denzel qui joue dedans. Et Robert Pattinson, un très beau film. Et donc moi, la notion de remonter dans le temps ne me dérange absolument pas. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de connaître Kémy Séba, l'homme, de savoir en fait quel a été ton parcours, de retourner sur tes traces et de vraiment comprendre ce qui t'anime profondément. C'est ça l'objectif de notre échange de ce jour. Ok? Merci. Super. Mais écoute, en introduction de la première partie, là ça y est, on est dans la machine à voyager dans le temps, vous avez senti les secousses, tout ça. Ok, ça marche. Donc là, je pense qu'on est prêt maintenant pour le premier stop, donc dans ton enfance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer une image. Alors du coup, qu'est-ce que cette image t'évoque, Kémy? Alors, je ne connais pas l'image par cœur, mais je dirais l'Alsace, culture générale, et donc par conséquent, je suppose que tu veux aller à Strasbourg. Ok. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'évoque, Strasbourg? Bah, Strasbourg, pas grand-chose parce que je n'y ai pas vécu. Et en fait, les gens, souvent, se trompent parce qu'ils voient dans les définitions souvent diabolisantes qu'on donne de moi, on dit Kémy Séba est né à Strasbourg, donc ils pensent que j'ai vécu à Strasbourg. Or, je n'ai jamais vécu à Strasbourg, j'y suis né. Tu es né à Strasbourg. Mon petit frère est né 1 an et demi après moi, et je pense que peu de temps après sa naissance, mes parents ont quitté Strasbourg. D'accord. Donc je n'ai aucun souvenir de cette ville. Je ne peux même pas te dire que je connais les saucisses d'Alsace, c'était de Strasbourg, je connais rien. Okay. Par contre, ce que je sais, c'est que la province, parce qu'en réalité Strasbourg c'est un point d'ancrage par rapport à la province, j'ai passé les 14 premières années de ma vie, ça je l'ai déjà dit, en dehors de Paris, dans des coins où être noir, ce n'était pas être à la mode, très clairement, où on était extrêmement minoritaire, on était très souvent les seuls noirs à des kilomètres à la ronde, et tu ne te rends compte de ta négritude que lorsque tu es aussi dans l'adversité.
tu ne te rends compte de ton identité que lorsque tu es confronté à des gens qui te rappellent ce que tu es. Dans la jungle, chacun se rappelle de l'espèce à laquelle il appartient, comme dirait l'autre. Et la jungle humaine, c'est les sociétés modernes dans lesquelles on vit. Donc, les insultes de sale noir, la négrophobie, elle a été généralisée. J'ai pas eu besoin d'attendre, comme l'autre vieux, là, Joe, je sais pas comment il s'appelle, le dit, la bataille contre les skinheads, pour connaître le racisme. Le racisme, les gens avaient des cheveux là où on était, et on était toujours les seuls face à une ribambelle de négrophobes. Ça, c'est la réalité. Et ça entraîne beaucoup quand tu es face à la négrophobie, que tu n'as que d'autre choix que de te défendre toi-même. Sinon, tu es brisé très rapidement. Il y a deux camps. Il y a ceux qui se laissent abattre et qui finissent par même rentrer dans les rangs de leurs persécuteurs. Et puis il y a ceux qui décident de tracer leur sillon et qui vont dans le chemin de l'élévation. On va dire que ça a été mon chemin. Mais j'ai pas un beau souvenir. Si je te dis que j'ai un beau souvenir de ma vie en province lors de mes 14 premières années de ma vie, je te mentirais. C'est pas une période de ma vie que j'aime, mais c'est une période de ma vie qui m'a forgé. Et qui a fait que quand je suis arrivé en région parisienne, je pense que j'avais un mindset vraiment très différent de la plupart des autres frères et sœurs qui étaient présents en région parisienne, parce qu'ils avaient vécu avec leurs semblables, beaucoup plus. Et donc, tu n'as pas la même mentale quand tu es aux côtés des tiens au quotidien et que vous êtes confronté à des problèmes réels, qu'ils soient sociaux ou autres, que quand tu as été le seul de ton espèce dans un environnement qui t'était majoritairement, dans tous les coins où tu allais, hostile. Donc, mon arrivée en région parisienne, pour moi, c'était comme un pèlerinage en Afrique. Quand tu arrives à Château d'Eau, quand tu arrives à Châtelet, quand tu arrives à Gare du Nord, c'est évident que tu es ému, heureux. Et moi, je sais que les gens me voyaient comme un extraterrestre quand je suis arrivé en région parisienne, parce que ce qui était normal pour eux, moi, je me souviens quand mon père il se coiffait à Château d'Eau, moi, je restais dans la rue, je regardais les gens discuter, j'avais des grands yeux. Pour moi, c'était un film, j'étais heureux, en fait. Mais alors, si on en revient du coup à l'enfance, Strasbourg, donc la ville qui t'a vu naître, quel est le souvenir le plus lointain que tu aies toi en tant qu'enfant? Le souvenir le plus lointain, un de tes premiers souvenirs que tu pourrais partager avec nous? Que je pourrais partager. Que tu souhaiterais partager avec nous. C'est mieux de le préciser. Les multiples jeux quand on se déguisait en super-héros avec mon petit frère et nos potes de l'époque, dont tous les petits patelins ont déménagé. Moi, la constante, j'étais toujours Batman. Tu sais que c'était l'une de mes prochaines questions. C'était qui ton super-héros préféré en tant qu'enfant? Batman. Je me découpais un masque en papier, je mettais des oreilles en carton, je prenais un soupule, je prenais le pagne de notre mère, je prenais des bottes de ski, je prenais les collants qu'on avait quand on était petit pour lutter contre le froid. Et je montais sur le toit des endroits où on était et je faisais Batman. Ça, c'est depuis toujours. Donc c'est vraiment... Et pourquoi? Non, vraiment. Pourquoi Batman? Je pense que je l'ai déjà dit. Je pense que, sans faire de la redite, Batman s'est construit sur des traumas. Et il a transcendé ces traumas pour en faire une quête de justice. Et je pense que par rapport à mon enfance, il y a certaines choses que j'ai connues. J'ai parlé de la négrophobie qui est un trauma, il y en a d'autres. Et que j'ai associé ces persécutions, je les ai associées aux persécutions que j'allais dire que notre peuple a connues, mais que notre peuple connaît jusqu'à aujourd'hui. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut transcender les obstacles et les transformer en tremplin. Et que certaines des blessures qui t'animent, qui peuvent détruire, peuvent aussi quelque part te donner vie sur beaucoup de choses. C'est le philosophe Nietzsche qui, chez les Européens, parce qu'il y a des philosophes partout dans le monde, mais c'est l'un des philosophes que j'aime le plus, il disait il faut porter en soi un chaos pour savoir mettre au monde une étoile qui danse. Qui signifie qu'il faut parfois connaître la plus grande des souffrances pour être capable de donner encore plus de sens à ta vie et illuminer la vie des autres. C'est mathématique, c'est scientifique. L'étoile vient du chaos, quelque part. Donc, mes parents m'ont appelé Étoile, Stelio, en italien. N'étant pas italien, j'ai pris ça dans la version égyptienne ancienne. Ça donnait Seba, Kémi pour noir, et donc ça donnait Kémi Seba. L'étoile noire. Voilà.
quand on traduit, je trouve que c'est moins swag. Mais... Ah, franchement, moi je trouve ça stylé quand même, l'étoile noire. Ouais. Mais les gens pensent que je me suis levé, j'ai pris le nom étoile. Non, j'ai juste traduit le nom que mes parents m'ont donné. Ils ont donné le nom étoile en italien, c'était Lio, et j'ai mis ça en Kémisséba. Mais c'est vraiment, je pense que vraiment ma vie est résumée en cette phrase. Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile qui danse. Il y a des choses qui... il y a des choses qui m'ont sans doute un peu bousillé sur certains points. Et je suis transformé ça intelligemment, je pense. Même si celui qui te dit qu'il guérit de toutes ces blessures, c'est celui qui ment. Il y a toujours des plaies qui seront toujours ouvertes, c'est comme ça. On avance avec. Bien sûr, et l'autodétermination, c'est refuser d'être déterminé par autrui, c'est se déterminer par soi-même. Donc être capable de transcender les blessures et les cicatrices pour avancer. Voilà. Ce que tu fais brillamment. Ce qu'on essaye de faire, c'est pas toujours simple, mais on essaye de le faire. On est dans un combat où on se bat contre les forces extérieures, mais on se bat aussi parfois contre nos frères, malheureusement. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils te voient élever les consciences des gens, leur seule obsession, ça va pas être de lutter contre ton adversaire extérieur, ça va être d'essayer de te diffamer, de te salir, de mentir. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont une lumière en eux, ils voient la lumière qui est chez toi. Et moi, je dis toujours, allumez vos lumières, plutôt qu'essayer d'éteindre celle des autres. Ouais. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette explication, déjà l'explication même sur ton nom. Donc on en a franchement, c'était pas fait exprès, mais qu'on est arrivé, on est passé de ça. Nietzsche à Kémisséba. C'est clair. Moi-même, là, je vais me réécouter pour voir comment je... Non, mais très bien. Et est-ce que tu crois justement que les prénoms ont une influence sur nos vies? Tu crois en ça? Je pense profondément que les prénoms ont une connotation programmatique. Et c'est évident que c'est porteur d'énergie, ça a un sens. Les prénoms ont un sens. Et même si tu changes de prénom, il faut toujours garder le sens du prénom, c'est important. Prénom, Et oui, même moi, mes parents, que le nom c'était eux qui m'ont donné, ils m'ont dit, je ne rentre pas dans les détails, je crois que j'en avais parlé dans un de mes livres, qu'ils avaient été voir une tradipraticienne qui leur avait dit beaucoup de choses par rapport à ce que je serais quand j'allais grandir. Et ça, c'est quelque chose d'authentique et de certifié. Et bon, elle n'avait pas raison sur tout, mais elle avait raison sur beaucoup de trucs. Sur beaucoup de choses. Ouais, que votre fils, quand il grandirait, il toucherait beaucoup de gens. Et la notion d'étoile, rien ne se fait au hasard, je pense. C'est pour ça que même moi, quand je prends les noms de mes enfants, je choisissais avec leur mère des noms. C'était des noms par rapport à un destin bien précis. C'était important, bien sûr. Très, très important. Super. Et tu nous parles, tu nous as parlé voilà, de toi en tant que père, des noms que tu choisissais pour tes enfants. Si ta maman devait te décrire avec un mot qui est mis enfant, quel mot ça serait? Turbulent. Turbulent, alors, je pense que turbulent en tant qu'adolescent, quand j'étais petit, peut-être hypersensible, tout le temps amoureux, hypersensible. Ouais, j'étais amoureux de mes maîtresses. Quand je revois leur tête des années plus tard, je me dis KS, t'étais pas sérieux. Mais ouais, je pense qu'elle dirait hypersensible. Adolescent, c'était autre chose. Ouais. Enfant hypersensible. Je pense. Très bien. Et pour clôturer cette première étape, donc ce premier stop sur l'enfance, est-ce que tu penses que dans ton enfance, il y a un événement qui a marqué en fait ta vie pour que tu sois aujourd'hui cet homme engagé que tu es? J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Je pense que la négrophobie d'un côté et d'autres aspects sur lesquels on ne va pas revenir tout le temps de l'autre, mais ont forcément façonné et forgé la personne que je suis. Il n'y aurait pas de Kémisséba si je n'avais pas connu une négrophobie plus brutale et violente quand j'étais gosse. Dans ton enfance? Oui, non, très clairement. Que ce soit moi, enfant, ou que je vois le comportement des gens avec mes parents. Mon père, sur les papiers on dit médecin, donc on pense qu'il est blindé. Mon père a ouvert un cabinet au début de sa carrière, alors c'était un étudiant en médecine surdoué, et un médecin à la base surdiplômé. Il a ouvert un cabinet en médecine. Il a fait des emprunts partout. Il a été ruiné, parce qu'il a été dans un coin, les gens se sont dit quoi, tu crois que nous on va aller dans un coin et c'est un négro qui est là, un nègre qui est là, t'as qu'à aller faire ça en Afrique, etc. Bon, des années plus tard, je me dis, peut-être qu'il aurait dû. Mais ça l'a bousillé, et moi c'est des choses, je ne connaissais pas les détails, mais je voyais mon père souffrir.
Je voyais mon père souffrir, je voyais mon père, je voyais ma mère. Il y a des choses qui sont du domaine de l'intime, donc je n'ai pas à raconter ici devant la caméra. Mais je l'ai vécu. Ou quand tu es tout petit, tu as un gosse, et que tu rentres dans un supermarché, et que ta mère, qui est une très belle femme, en toute humilité, qui est bien habillée, tout ce que tu veux, très classe, elle rentre, on nous suit, on nous demande, quand on passe à la caisse, des gosses, on est tout petits, de sortir ce qu'ils ont des poches, etc., comme si on était... Tout simplement parce qu'on est les seuls noirs du truc. Évidemment que ce sont des petites séquences qui te marquent, et c'est pas une séquence qui est arrivée, c'est une ribambelle de séquences qui se sont déroulées. Et je remercie aujourd'hui Dieu Tout-Puissant que ça soit arrivé, parce que ça m'a permis de comprendre très tôt que je ne faisais pas partie de leur monde. C'est très important de dire ça. Je ne fais pas partie de leur monde, et je remercie le Tout-Puissant de ne pas appartenir à ce monde-là, à leur monde. Moi, je suis là pour construire le nôtre, ou pour continuer le travail de construction du nôtre qui a été entamé par les nôtres qui nous ont précédés. Et donc voilà, donc il y a ça, il y a d'autres choses. Comme je t'ai dit, il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile. Ouais, très bien. Mais écoute, c'est une très très belle façon de clôturer ce premier stop. Donc là, on s'envole pour la deuxième étape. Et justement, je veux l'introduire avec, avec quelque chose. Donc tu vas me dire hein, ce que ça t'évoque. Il ne faudra pas refaire ça va pas m'évoquer grand-chose. Bah oui, là du coup... Je pense savoir qui t'a donné cette information, mais... Ah bon? Je pense que ton informateur, il n'avait pas tous les éléments. Sur la chanson, il avait les vrais éléments. Ouais. Parce que c'est ma chanson préférée. À quoi tu penses quand J'ai pleuré sur cette chanson. Ah, tu vois, je te fais... Bon, donne. Voilà, vos machines là. Moi, je suis du village. Hein. J'aurais dû ramener les papiers, vraiment imprimer les papiers, tout ça. Ça aurait été mieux. Tu as parlé de la ville de Meudon. Ouais. Ça ne peut pas résumer mon adolescence parce que je ne suis pas resté longtemps. Mais ça fait partie d'un... Comment dirais-je? D'un quadrillage de ma vie en région parisienne. Je suis arrivé dans le 9-2, en 92. Donc j'ai fait plusieurs villes, Sèvres, j'ai fait Boulogne-Billancourt, j'ai fait Meudon. J'ai fait une autre ville que j'oublie. Mais on se retrouvait tous les Noirs de cette zone-là, les Noirs et les Arabes, ils se retrouvaient sur un terrain de foot et de basket qui s'appelait Brimborion. Il y avait d'ailleurs les Booba qui jouaient en haut, le rappeur, Ali, mon grand frère. On était en bas, on jouait au foot. C'était très, ambiance très States, tu vois, très... ouais, le 9-2, ça a été une école de ma vie réellement. Et c'est l'étape où on m'a connu sous une autre étiquette. Parce que quand je suis arrivé en région parisienne, je me suis dit, t'as vu comment ça s'est passé la première année de ta vie, où les gens, tu as rencontré que l'hostilité. Et c'est vers la fin, vers mes 14 ans, que j'ai compris qu'en fait, plus tu es dur avec les gens de manière préventive, plus on te laisse tranquille. Donc quand il y a eu le déménagement en banlieue parisienne, ma première règle, ça a été de dire, sois dur. Ouais, ne montre pas la gentillesse ou quoi que ce soit. Et on m'a surnommé très rapidement le nerveux parce que je ne... Ouais, eux, ils riaient de moi. Mais en plus, j'étais grand, entre guillemets, parce que vous, la nouvelle génération McDo, GM, là, vous mesurez 2 mètres à 15 ans. Donc c'est ça le truc. Comme mon fils Konsu, d'ailleurs, qui est grand à peine 13 ans, mon fiston. J'étais grand plus tôt que les autres, et donc avec une voix plus grosse que les autres à mon âge. Et donc j'arrivais en mode visage fermé, et j'ai eu raison avec le recul d'être comme ça. Parce que la banlieue parisienne est un monde très particulier, il ne faut pas qu'on se mente, où la violence urbaine est normée, c'est devenu une norme, et c'est la loi du plus fort. Et mes multiples déménagements, parce que mes parents, ils étaient mutés à gauche, à droite. Quand mon père a été ruiné dans son cabinet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire des gardes partout où il pouvait aller, etc., pour récupérer de l'argent et compagnie, et essayer de retrouver une vie équilibrée. Médecin béninois qui a obtenu la nationalité française après. Mais les médecins étrangers, c'est une longue histoire. Ils n'ont pas le même traitement que les autres médecins non plus. Enfin, c'est toute une histoire. Et
Ouais, donc j'avais cette capacité d'adaptation, je pouvais aller d'un endroit à un autre et m'adapter au paysage local dans lequel j'étais. Et quand je suis arrivé en région parisienne, pour moi c'était à la fois quand je voyais des Noirs, j'étais hyper content, et en même temps quand je voyais certains Noirs dont j'avais l'impression que la mentalité était complètement absorbée par d'autres communautés. Par exemple, je le dis aujourd'hui, on peut le dire avec fluidité, j'en parle souvent avec des frères même d'autres communautés, hein, des frères de lutte entre guillemets. Dans la rue, beaucoup de Noirs ont été, mon grand frère Jean Gabin MC Jean Gabin le dit merveilleusement bien, c'est comme s'ils ont été matrixés par la mentalité par exemple de la communauté maghrébine ou d'autres communautés, etc. Parce que la communauté maghrébine étant plus monolithique, même s'il y a des diversités avec une langue plus ou moins commune, une religion, etc., et bien forcément le substrat de cette réflexion a marqué d'autres communautés qui étaient beaucoup plus disparates, des communautés noires, d'accord? Et donc je remarquais beaucoup que les Noirs que je rencontrais des quartiers, ils étaient plus en mode très arabisés dans leur mentalité, chose qui n'était absolument pas mon cas. Moi, quand je suis arrivé, l'exemple des Noirs que je regardais, avec le recul, je me dis, bon, je ne suis pas sûr que c'était la meilleure chose non plus, mais j'étais plus dans une vision de regarder ce qui se passait aux États-Unis qu'être influencé par quelconque communauté non noire. C'était impensable. Donc parfois, même si j'étais content de voir les miens, je rencontrais des frères qui n'avaient pas mon logiciel, qui n'étaient pas en mode noir, fiers de l'être, etc. Non, ils n'avaient rien à voir avec ça parfois. Ça créait aussi des altercations. Tu avais certains blancs ou certains arabes qui voyaient en moi une grande gueule, qui ne se laissaient faire devant personne. J'étais assez conscient de qui il était. Pas arrogant, mais j'ai ce port de tête issu de ma mère, qui est une femme très, peut-être trop, mais on n'est jamais trop, très fière. Et qui toujours a le menton pointé vers le ciel. Et donc j'étais très... je baisse les yeux devant personne. Et ça, je pense que ça ne m'a pas quitté non plus. Et donc, ouais, je me bagarrais beaucoup. Et en même temps, c'est les premiers coups donnés qui donnent le tempo de comment tu vas être respecté ensuite. Donc au bout d'un moment, les gens me laissaient beaucoup tranquille. Et ouais, j'ai une jeunesse très agitée. C'est là où je me suis beaucoup... le hip-hop a été, et notamment Tupac, la musique que tu donnais, tu ne sais même pas combien de fois j'ai écouté ce morceau Changes, qui est le morceau de ma vie. Je pense que si je suis enterré demain, je pense que ce sera la première chanson que je demanderai qui soit diffusée. Tupac a été un parapluie pour mon âme sur bon nombre de sujets. Je me souviens quand je traînais, quand j'allais au Pont de Sèvres, quand j'étais à Meudon la forêt, quand j'étais à Sèvres, etc., ou à Meudon tout court. Ouais, c'était une bande son pour mon âme et pour mon cœur sur bon nombre de sujets, c'est sûr. Ouais. Donc, région parisienne, jeunesse très mouvementée, scolarité très agitée. Donc, ouais, j'étais fort en sciences. En fait, moi, je suis comme ça. Quand je suis motivé dans quelque chose, j'utilise les ressources nécessaires de mon cerveau pour travailler et aller dans la direction de ce qui bénéficiera à ce que je recherche. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais jeune, 14 ans, 15 ans, puis 16 ans. J'étais très touché par une série qui était la série Urgence. C'était la première fois que je voyais un personnage noir dans cette série, dans les séries, qui ne mourait pas au début du film, qui n'était pas un dick, parce que Guy les bons tuyaux, pour ceux qui ont connu Starsky et Hutch, j'en connais, qui n'était pas dealer. C'était un médecin, un chirurgien, mauvais caractère vis-à-vis de ceux qui ne le respectaient pas, mais profondément doux avec ceux qui l'aimaient. Et la représentativité est très importante. Quand j'ai vu ce personnage-là, j'ai compris que j'avais encore plus raison d'être dur avec les gens. J'avais été sans voir la série, hein, et qu'il fallait être doux avec ceux qui étaient doux avec toi. Et dans la vie, dans une vie qui est dure, être dur si les gens étaient durs avec toi, tout simplement. Il m'a beaucoup apporté. C'est un personnage dont l'existence fictive m'a beaucoup apporté, vraiment. Et ça m'a donné envie de faire médecine. Alors, c'était pas du tout pour mon père qui était déçu, parce qu'il se disait, attends, j'ai fait médecine pour... Mais bon, ça a duré que quelques temps. Et donc, je travaillais, j'étais très fort en maths, en physique, chimie, etc. J'ai fait section scientifique d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui était plus important pour moi que les maths, que la série Urgence ou autre, c'est que j'avais besoin de connaître mon histoire. Et c'était évident que ce n'était pas en section scientifique qu'on t'apprenait l'histoire de ton peuple.
Et donc il arrivait un moment, en première scientifique, j'étais entouré de plein de petits Français qui faisaient des blagues sur cosinus, sinus et tout ce qui s'ensuit. Ok. Sur leur calculatrice, hein, en gros. Et moi, ma préoccupation n'était pas celle-ci, c'était de connaître l'histoire de mon peuple. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on faisait l'objet d'autant d'hostilité? Qu'est-ce qu'on avait bâti, construit auparavant? Et donc j'ai commencé à sécher les cours en première scientifique, j'encourage personne à le faire. Et pour aller à vers un lieu que je fréquentais déjà quelques temps avant, pour trouver mes petites amies, etc., qui était Châtelet-Les Halles. Okay. À l'époque, le Forum des Halles, c'était la Mecque de la jeunesse noire de banlieue parisienne, jeunesse afro-caribéenne. Mes premières vraies histoires d'amour, je les ai eues en chopant des numéros de téléphone à la sortie de l'Escalator. Ouais. Et j'avais découvert lors d'un rendez-vous avec une sœur qui m'avait posé soit un lapin ou elle était en retard, je me souviens même plus, je crois que c'était un lapin. Il y a une dédicace aujourd'hui. Ouais, bon, genre, bref, je ne vais pas trop parler, mais beaucoup de l'ancien temps là m'écrivent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai plus de temps. Et plus sérieusement, j'ai découvert la bibliothèque de Beaubourg à cette époque. Et je pense que personne ne peut imaginer le nombre d'heures que j'ai passé dans cette bibliothèque à lire tout ce qui avait trait aux Noirs, que ce soit des Noirs d'Afrique, des Noirs des Caraïbes, des Noirs des États-Unis. À tel point qu'à un moment, je prenais mon sac le matin, mes parents pensaient que j'allais en section scientifique, en première S. En fait, j'ai fait un trimestre de première scientifique, et les 2 autres trimestres, j'étais dans la rue à Châtelet-Les Halles tout le temps, et au forum, et à la bibliothèque de Beaubourg. Et par la suite, après, j'ai migré de la bibliothèque de Beaubourg. Je faisais le matin bibliothèque de Beaubourg, et l'après-midi, j'allais à l'Harmattan, la librairie Harmattan. De temps en temps, présence africaine, moins, parce que c'était un petit espace. Et tout ce qui avait trait au noir, je le disais, c'était pour moi la plus grande délibération. J'aimais pas lire quand on me disait de le faire. Ouais. Moi, les histoires de Marcel Pagnol, tout ça, c'était pas ma préoccupation. Ernest Hemingway et compagnie, c'était pas mon souci. Étudier sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle, Général de Gaulle, etc., c'était pas mon problème. Mais quand j'ai lu pour moi-même, je pense que personne ne peut imaginer, ne peut comprendre, s'il n'a pas vécu ça, ce que c'est, ce sentiment de puissance, que de t'enquérir de cette science qui te permet de maîtriser l'histoire de ton peuple. Le savoir, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus puissant. Et j'étais beaucoup très biographie aussi, donc j'ai découvert des personnages dont on ne m'aurait jamais parlé à l'école. Bien sûr. Et là, j'ai découvert des vrais rôles modèles. Tu vois, je me suis vraiment... Alors, certains diront, oui, Camille, pourquoi tu parles toujours des... Non, moi je parle des exemples qui m'ont marqué quand j'étais gamin, c'était des hommes, à 99% des hommes noirs. La femme noire va chercher les femmes noires, les hommes noirs vont chercher les hommes noirs, c'est normal. Mais il y a une femme qui m'a beaucoup marqué, parce que je la voyais au-dessus d'un homme même, c'était Winnie Mandela, que je trouvais thug, que je trouve toujours thug aujourd'hui, et que... Qu'est-ce que tu aimes en elle, Non, son côté jusqu'au boutiste, son côté peur de rien, son côté transcendance, c'est quelqu'un qui a été abusé, qui a été violé, qui a été agressé, qui a été battu, et qui s'est toujours relevé. Winnie Mandela, c'est l'autre nom du phénix pour moi, et qui n'a jamais bougé de sa ligne. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle a fait, elle avait raison sur tout. Je connais personne qui a raison sur tout, moi le premier. Mais elle était extraordinaire. Et un autre exemple que j'ai découvert, ça c'était à la bibliothèque de Beaubourg. Il y avait une ribambelle d'articles sur lui à l'époque. Ça correspondait à l'époque où il était en train de mettre le feu là où il était. C'était le Dr Khalid Mohammed, qui a été pour la Nation of Islam dans les années 90, ce que Malcolm a été pour la Nation of Islam dans les années 60. C'est-à-dire le porte-parole de cette organisation, qui a été suspendu jour pour jour 30 ans plus tard, Malcolm en 63, Khalid Mohammed en 93, pour un discours qui a été jugé trop radical par rapport à la situation des Noirs, dans des contextes entre guillemets différents, mais au final qui allaient dans la même direction. Et Khalid Mohammed est devenu mon super-héros. Lui comme d'autres, hein, Sankara, etc. Moi, c'était pas Michael Jordan ou autre, c'était vraiment ces personnages-là. Kobe Bryant pour votre génération, parce que vous êtes mes petits, hein, vous êtes mes petits frères et sœurs. Et je ne me suis jamais senti aussi fort que durant cette période. Ça a été une période aussi, en plus, pour additionner les choses, où j'ai été mis dehors de chez moi, après un certain moment. Et donc ça n'a fait que m'enfoncer, en fait, dans un processus
comment dirais-je, d'accrocher des informations qui me permettraient de me constituer moi-même, tu vois. Donc j'avais une vie un peu on le dirait aujourd'hui de manière poétique, de bohème. Je dirais que j'avais une vie de rue et en même temps la recherche d'un savoir réel, d'un savoir authentique. Et je pense qu'il n'y aurait pas de Kémy Sébasse s'il n'y avait pas eu cette parole-là. Enfin, c'est clair et net. Parce que ce que je dis, comment je m'exprime, ce que je sais du monde noir, après j'étudie sur le monde noir chaque jour. Chaque jour, j'ai mes livres, j'ai toujours un sac, j'ai plein de livres, des fois je ne les lis pas tous, mais j'ai toujours besoin d'avoir un livre, de lire, de prendre des informations, majoritairement sur notre peuple, mais parfois aussi dans des sphères très éloignées, pour m'enrichir. Mais à cette époque-là, la base s'est faite là. Elle ne s'est pas faite en première scientifique, elle ne s'est pas faite dans les autres classes. Je ne peux même pas te dire ce que j'ai vraiment appris de cette école à l'occidentale, mais je sais ce que j'ai appris quand je me suis forgé moi-même. Ça, je le sais définitivement. Très bien. Écoute, merci beaucoup de nous en avoir appris un petit peu plus sur ton adolescence. Donc, on s'apprête pour le spot suivant. D'accord? Donc là, on va maintenant dans Kémy l'homme. OK? Donc là, c'est le prochain stop. Kémy l'homme. Et là, j'ai pareil, quelque chose à te montrer pour introduire cette avant-dernière partie. Et tu me dis ce que ça t'évoque. Ça, c'est évident. C'est le monument de la Renaissance. C'est Sénégal. Alors là, c'est pas Kémy le jeune homme, c'est déjà Kémy à un tournant. Kémy l'homme, ouais. Parce que le Sénégal a été je pense, l'État qui m'a fait le plus grandir, plus que le Sénégal, l'Afrique. Parce que réduire ça au Sénégal ne serait pas juste. Mais l'Afrique m'a guéri de beaucoup de maux dont nous autres de la diaspora sommes atteints. Et ces maux, c'est certaines névroses que les sociétés néolibérales occidentales qui nous poussent à l'individualisme, qui nous poussent à l'égoïsme, qui nous poussent au manque de solidarité, qui nous poussent à penser que parce qu'on a plus d'argent, on est mieux que ceux qui n'ont rien. Alors qu'en réalité, l'argent qu'ils nous présentent n'est rien. C'est pas ça la véritable richesse quand on creuse véritablement. Le Sénégal m'a appris beaucoup de choses sur la nature humaine et sur ma propre nature. Et je dirais que l'Afrique m'a désintoxiqué. Ah non, je n'ai pas de problème à le dire. Et je pense que la diaspora gagnerait beaucoup à venir se désintoxiquer massivement, même si ce sont pour quelques passages. Parce que tout le monde n'a pas vocation à rentrer. Il y en a qui mourront en Occident, je pense. Il y en a qui veulent y rester. Le problème n'est pas d'y rester ou de ne pas y rester. Le problème, c'est si tu penses qu'en étant de l'autre côté, chez les Occidentaux, tu es chez toi ou tu es une diaspora qui a pour mission, de là où tu es, d'aider ton continent. Ça, ce sont des véritables questions existentielles que chacun doit se poser. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui disent Kémy, leader le plus influent du panafricanisme ou autre. On m'a donné d'ailleurs ce titre que j'ai refusé il y a quelques temps, mais qui est un titre symboliquement très important, on ne le niera pas. Mais moi, je n'estime pas être le leader de quoi que ce soit. L'Afrique a été le leader de mon âme qui m'a permis de sortir d'une vie qui était tracée et qui n'allait pas aller dans la bonne direction. Je serais resté en France, je pense que j'aurais fini en prison. Mais j'étais parti pour, j'étais incarcéré déjà à plusieurs reprises, j'étais arrêté tout le temps, j'étais convoqué systématiquement avec quelques membres de mon staff à la section antiterroriste au 36 quai des Orfèvres. On était surveillés, je le suis encore plus aujourd'hui certes, mais le combat a pris une ampleur très différente. Aujourd'hui, ils ont peur de notre influence. À l'époque, on n'avait pas du tout le millième de cette influence en France. Aujourd'hui, on est surveillé, mais ils savent qu'ils doivent faire attention aussi dans tout ce qui est fait, parce que tout acte contre nous peut se retourner contre eux sur beaucoup de choses. Et non, l'Afrique m'a... J'étais dans un cycle, en fait, très nihiliste en France, où c'était la destruction pour la destruction, c'était pas la construction. Pas la destruction au sens de l'anarchie, mais la destruction d'un système que j'estimais être un système négrophobe profondément. Mais je pense que je ne m'exprimais pas de la bonne base. Parce que c'est un territoire qui n'est pas le mien, quoi que j'en dise. Et non, ça nous rend névrosés, la France, sur beaucoup de points. L'Afrique m'a permis de déguiser ma vision sur beaucoup de sujets. Ok. Et du coup, là, on est dans cette partie sur Kémy, du jeune homme à l'homme.
Moi, ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est qu'est-ce qui, en fait, te fait te lever tous les matins, Kevin? Ah, ça, c'est la même réponse depuis 21 ans, 22 ans. C'est cette volonté de relever mon peuple, de redonner de la dignité à mon peuple, que mon peuple cesse d'être le marchepied de l'humanité, la serpillière de l'humanité, que mon peuple cesse de penser que tout ce qui est extérieur à lui-même est la solution et tout ce qui est lié à lui-même est la perdition. Non. Le but, c'est qu'on comprenne que nous sommes la propre solution à nos problèmes. Et moi, je me considère comme... je parlais de ça avec ma fille, parce que je suis très proche de mes enfants, très très proche, et ma fille, un jour, elle me disait « Papa, t'es un peu une sorte de James Bond du panafricanisme. » Et ma fille qui est une très grande poétesse. Et moi, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. La vérité sort souvent de la bouche des enfants, mais je me considère vraiment comme un agent de la cause de nos ancêtres, tu vois, qui a... La notion de danger qu'on nous présente n'est pas une notion de manière générale. Oui, la prison, oui, les surveillances, oui, les menaces de mort, etc. font partie du package quand tu rentres dans le travail politique que nous menons. Et on ne change pas les conditions de vie de nos populations si on ne prend pas en compte ces minimums de risques-là. Le combat a changé. Il y a quelques années, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Dans les années 60, il n'y avait ni réseaux sociaux ni rien, ou très peu de choses. On te mettait une balle, on te découpait, on te jetait à l'acide, personne ne savait qui avait fait quoi. Aujourd'hui, on t'arrête, à la seconde où tu es arrêté, ça fait le tour de toute la planète à travers les réseaux sociaux. Donc les gens sont, et même les gouvernements mettent des sommes astronomiques pour avoir une présence sur les réseaux sociaux, là où nous, on ne paye rien, mais pourtant on est suivi par des millions de gens. En tout cas, sur Facebook, par énormément de gens. Et ces réalités-là font que la configuration du combat politique a changé. Tu comprends, entre hier et aujourd'hui. Et donc, pour reprendre cette migration entre le jeune homme que j'étais, activiste, et celui que je suis aujourd'hui, que je suis devenu par la suite, sachant que j'ai commencé à 18 ans, aujourd'hui j'en ai 40 ans, donc j'en ai 40, il est évident que plus j'ai grandi, j'ai saisi la matière, je pense, de la sapience en Afrique, de la sagesse africaine sur certains points, sachant que je suis très loin d'être un sage, je suis très loin d'être un modèle, je suis plus proche d'un Tupac Shakur que d'un Desmond Tutu, je le dis très clairement. Non, j'ai un côté très thug revendiqué, mais je mentirais si je disais que je ne me suis pas enrichi de la sagesse de mes aînés au pays. Je vais au village très souvent, je parle beaucoup avec les aînés hommes et les aînés femmes, et ça me nourrit. C'est évident que ça me nourrit profondément. Et ça n'a jamais autant constitué le sens de ma mission. Donc partout où on va, les risques que l'on prend, les lignes que l'on bouge, je ne pars jamais dans un voyage sans me dire que je ne peux pas me faire arrêter. Je ne pars jamais dans un voyage sans me dire que je ne peux pas me faire tirer dessus ou me faire tuer. Je ne pars jamais dans un voyage en me disant que je suis sûr de revenir voir mes enfants. Chaque jour quand je pars en mission, et mes enfants le savent, les gens que j'aime le savent, ils savent que il peut m'arriver n'importe quoi. Et c'est quelque part ça ce qu'est la définition de l'activiste politique. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. C'est toujours comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un rend mainstream un concept, tout le monde finit par se revendiquer. Alors on a des activistes de tout et rien. Mais l'activisme, à la base, c'est celui qui est capable de secouer les limites pour faire bouger les questions de société. C'est quelqu'un qui tutoie les limites de la légalité. Et je pense que dans la cause noire, dans l'activisme contemporain au XXIe siècle, on fait partie de ceux qui ont le plus revivifié cette thématique-là. Et oui, je me considère vraiment là-dessus, ce que disait ma fille Satero est juste, une sorte de, entre guillemets, agent des ancêtres, oui, c'est quelque chose que je ressens profondément. Je ne me lève pas le matin sans penser à eux, je ne dors jamais sans penser à eux, ils sont tout le temps dans mes prières. Et quand je dis mes ancêtres, je parle des ancêtres évidemment au sens de l'ADN, mais je parle aussi surtout des ancêtres méritants, qui ont risqué leur vie, hommes et femmes, pour que notre population aux quatre coins du monde soit respectée. Donc voilà la dynamique dans laquelle je me situe. D'accord, très bien. Et tu as beaucoup parlé de tes enfants, notamment donc de ta fille. Et donc moi, ma question, ce serait de savoir ma fille aînée, parce que j'ai aussi une toute dernière. Ah, du coup, tu as deux filles, deux garçons. Ouais, deux filles, deux garçons. Ouais, donc ta fille aînée. Mais du coup, tes enfants, de façon générale, si tu penses qu'ils devaient te décrire avec un mot, papa, il est, qu'est-ce que ce serait ce mot? Qu'est-ce qui te définit de plus en tant que père de famille? Papa, il est moqueur. Je suis un grand moqueur, un grand taquin, un grand clasheur.
Mais je sais mettre les limites quand c'est nécessaire. Parce que des fois, avec les enfants, il faut toujours rappeler aussi. Ouais. Mais je suis extrêmement proche de mes enfants. Et tu sais, je tourne la tête, je me souviens de l'homme que j'étais, enfin, du garçon que j'étais à 13 ans, à leur âge. Ouais. Et je regarde aujourd'hui, je me dis, ah, j'ai des enfants comme ça. La vie va vite. Je me souviens du premier jour où mon père m'a emmené au Parc des Princes pour voir le PSG, avec mon petit frère. Et je sais que j'étais submergé de larmes la première fois que j'ai emmené, il y a quelques années de cela maintenant, mes enfants sur le même chemin au Parc des Princes. J'ai emprunté le même chemin que mon père avait utilisé, et avait emprunté. Et on est parti voir un match du PSG, où Paris avait d'ailleurs cartonné, je ne sais plus c'était qui, Nantes ou je ne sais plus trop quoi. La vie va tellement vite. Et je suis content parce que depuis très jeune, je voulais vieillir, grandir. C'est vrai? Oui. Ah, t'as pas peur de vieillir? Ah non, moi je suis le genre de négro qui, si je pouvais teindre toute ma barbe en blanc, là, oui. Qu'est-ce qui te plaît autant dans le fait de vieillir? Moi je trouve que, c'est même pas je trouve, je constate la force que j'acquiers avec le temps. C'est vraiment, c'est comme si, quand tu es jeune, tu as une énergie, mais tu ne la maîtrises pas. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est valable pour tous les hommes, les femmes. Hein, mais plus tu grandis, plus tu t'élèves, plus tu gagnes en âge. Et c'est comme si tu anticipes beaucoup, énormément. Et ça, c'est une très très grande force. Je te donne même un exemple. Moi, j'aime pas, parce que les gens qui disent ça, généralement, c'est les pires pirates de tous les temps. Donc, je me méfie des gens qui disent qu'ils sont trop sages, tu vois. Moi, je suis absolument pas quelqu'un qui me revendique de quelconque sagesse. Je suis devenu de facto un grand frère. Quand je te vois, je suis ton grand frère, t'es ma petite sœur sans équivoque. Quand je vois certains frères, certaines sœurs ici, ce sont mes cadets. C'est une évidence. Et j'en suis heureux. Mes poils blancs ne trompent pas, tu vois. Mais comment je pourrais formuler ça? Même dans les débats, quand j'ai commencé et quand je vois aujourd'hui, quand quelqu'un, un journaliste hostile, noir ou blanc, me pose une question, dès les 2 premiers mots, mon cerveau sait déjà quelle est la question qu'il va poser. Donc toutes les questions que j'ai posées, tu savais déjà? Non, ça je te le dis clairement. Non, mais ça c'est vrai. C'est un médecin cubain là, qui me disait il n'y a pas si longtemps que j'ai comme une sorte d'accélération de la pensée. C'est-à-dire que je vais discuter avec quelqu'un et j'anticipe déjà sur ce qu'il va dire dès les 2-3 premiers mots. Tu vois? Enfin, des 3 premiers mots, n'exagérons rien, mais dès les premières expressions, je sais où il va venir. Et donc, pendant que la personne finit sa question, j'anticipe. C'est quelque chose, quand j'étais jeune, j'avais déjà ce don, mais je ne l'exprimais pas bien. Donc, j'interrompais la personne. C'est-à-dire que la personne posait la question, et parce que jamais elle voulait venir, je l'interrompais. Or, maintenant, non. Je sais où tu vas en venir. Et moi, ça me laisse le temps de développer. Et je réponds, ouais, je souris. Là, encore une fois, je souris que quand je suis avec des gens que j'aime. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a pu être mal compris à une époque, et j'aime beaucoup ce que Mohamed Ali en disait. Les gens disaient que Mohamed Ali était très hautain et arrogant à son époque. Ils n'avaient pas compris qu'il y a 2 types de publics auxquels tu t'adresses. Mohamed Ali était souvent invité dans des médias tenus par des gens qui lui étaient hostiles. Les gens n'étudient pas le contexte historique. Et donc quand tu es dans un contexte qui est hostile, tu réponds, quand tu es noir, avec une certaine arrogance. Mais ce n'est pas l'arrogance vis-à-vis de ton peuple, mais l'arrogance vis-à-vis de ceux qui te dénient ton droit d'être fier. Et moi, ce que j'ai fait quand on m'a connu au départ, c'est que j'ai parlé avec une foi en moi. Si personne ne croit en toi, il faut que tu crois en toi-même. Et donc j'étais très très ferme, je souriais pas. Je les regardais, dans ma tête, je voyais que des bolos, excuse-moi de dire ça comme ça, mais en gros c'était ça. Et j'emploie un langage, je faisais des jeunes, donc je vous parle comme ça. Mais et certains disaient qu'Emile est hautain, qu'Emile est arrogant, mais ils ne comprenaient pas, je ne m'adressais pas à eux. Et c'est ça le manque parfois de recul que les gens ont. Donc certains ont dit qu'Emile, ah, t'as vieilli, t'as mûri. Non, c'est que tu ne comprenais pas que je m'adressais à des gens qui m'étaient hostiles. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je n'ai même pas besoin de parler aux autres. Je parle aux nôtres. Donc pourquoi tu veux que je serre les dents quand je suis avec ma famille, avec ma communauté, avec des gens que j'aime? C'est pour ça que quand j'ai commencé à percer dans les médias en Afrique, notamment la première grosse chaîne privée du Sénégal, la 2STV, où j'étais chroniqueur politique, maintenant je suis à Vox Africa, les gens ont dit « Kémy, on est choqués, on te voit sourire, on te voit faire des réflexions, développer. » Je dis « Mais vous pensez que sur BFM, je pouvais faire ça quand on m'invitait 10 minutes où j'étais à charge? On me présentait comme le nazi noir en introduction, 90% du temps, puis après je devais juste parler pendant quelques minutes. Mais j'étais évidemment dans une démarche d'autodéfense.
Mais c'est maintenant que les gens... Donc quand je dis la phrase « ils finiront par comprendre », je ne parle pas de l'extérieur, je parle de notre communauté. Ouais. Très très bien, ok. Et je sais que tu es un très très grand passionné de métaphysique. Ah ça. C'est quoi qui te plaît dans la métaphysique? C'est de réaliser que, contrairement à ce qu'on pense, le réel n'est pas le visible, mais c'est l'invisible. Et c'est l'invisible qui guide le visible et non pas le visible qui guide l'invisible. On est dans un monde de l'abêtissement de l'âme, de l'abrutissement de l'âme, où on a fini par ne prendre en considération que ce que l'on peut toucher, ce que le palpable. Ouais. Quelqu'un va construire un puits, ça aura plus d'importance qu'il construise un puits dans un village que quelqu'un qui réveille des âmes dans ce même village. Or, c'est l'âme qui est capable de construire le puits. Le puits, ça te sert à te nourrir de matière. Mais ce qui nourrit le monde, c'est l'esprit, c'est l'énergie. Et le mot le plus fréquent aujourd'hui dans ce monde, c'est le concret. Concrètement, qu'est-ce que tu dis? Concrètement, parce que les gens, en fait, s'ils ne peuvent pas toucher, ils ne peuvent pas saisir. Ouais. Mais l'air que tu respires, tu ne le vois pas. Tout à fait. L'air que tu... Je veux dire, l'oxygène qui fait que notre peuple et que l'humanité est présente aujourd'hui, on ne la perçoit pas, on ne la voit pas. Tu comprends? Pourtant, c'est quelque chose qui existe. Le créateur, quel que soit le nom qu'on lui donne, les gens ne le voient pas. Même s'ils ne le voient pas, c'est ce créateur-là qui fait que nous sommes là. Et donc, cracher sur l'invisible au motif que parce qu'on ne voit pas, on ne le comprend pas, c'est la réduction, c'est l'abrutissement de l'âme au premier sens du terme. Et je me suis passionné, ça a commencé au départ par un Nation of Islam, où il y a eu beaucoup de clés que j'ai appris dedans. Et après, en étudiant beaucoup, que ce soit les Ahmadou Mpateba, et surtout en tombant sur les René Guénon, ou même en m'intéressant à la mystique des Rastafari, avec Melchizedek, dont l'équivalent est Khidr, dans le monde des soufis, dont parlait Kadira, dont parlait Ahmadou Mpateba. La métaphysique et la question de la science de l'invisible m'a galvanisé, m'a bouleversé. Et m'a fait comprendre que si notre peuple se préoccupait beaucoup plus de cette question, on ne serait pas dans des frontières artificielles. Un tel est chrétien, un autre est musulman, un autre est ceci, un autre est cela. On verrait qu'au-delà de ces religions qui ne sont que des branches, il y a un tronc commun. Et je ne peux pas prôner l'unité des miens sans chercher l'unité sur le terrain aussi spirituel. Et cette unité passe par la connaissance primordiale et pas la connaissance intermédiaire. Certains vont se revendiquer, oui, je suis congolais, donc moi c'est la spiritualité Congo. Ah, je suis béninois, donc moi c'est le vaudou. Ils ne comprennent pas que ces spiritualités évoquées sont des spiritualités intermédiaires. Avant que le Congo, avant que le Dahomey, avant que tous ces royaumes existent, il y avait déjà une spiritualité. Spiritualité vient du latin spiritus qui signifie esprit. L'esprit n'a pas attendu la création de ces royaumes intermédiaires, mais l'esprit est là depuis l'état primordial. Et c'est pour ça que nous parlons, que je parle et que d'autres parlent de cette notion de la tradition primordiale. Et quand j'en parle, celui qui en a été le plus grand théoricien, c'est un individu nommé René Guénon. Et les gens vont dire, mais René Guénon est blanc, Kémy Sébat est panafricain. Mais René Guénon, pour moi, n'est qu'un outil. Il n'est absolument pas une finalité. René Guénon n'a rien inventé, il a retranscrit ce que nos aïeux eux-mêmes avaient déjà théorisé. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est l'unité en tout point. Et il y a un ouvrage, je crois que c'est de Fridtjof Schuon, un Suisse, lui aussi préoccupé par la métaphysique et la tradition primordiale. Son ouvrage était l'unité fondamentale des religions. Je comprends profondément ce qu'il dit quand il rappelle que ces religions ne sont que des branches, mais que la racine, la tradition primordiale, le message primordial de Dieu, c'est justement ce secret de la métaphysique, ce secret de l'invisible. Et moi, c'est ce qui me parle, c'est ce qui m'anime. Je ne pourrais pas mener ce combat si je n'avais pas une compréhension de cela. Je ne peux pas trop en parler parce que je suis toujours obligé d'avoir un discours accessible vis-à-vis de la masse. Je parle aujourd'hui à énormément de gens. Et donc, j'ai la responsabilité d'être compris des gens. Mais c'est l'invisible qui me guide, ça, je le dis très clairement. Ouais. Il y a des situations même, je ne peux même pas te décrire, s'il n'y avait pas l'invisible avec moi, mais je ne serais même pas vivant. Je te le dis sincèrement. Ou je serais peut-être encore en prison au moment où je te parle. Ouais. Donc, il y a des situations que je ne pouvais pas... Si c'était que de l'aide des hommes, que je ne pouvais pas éviter. Ouais. Et que l'invisible m'a permis d'éviter et m'a permis d'avancer simplement. Super. Donc, que les gens se préoccupent de l'invisible. Ouais. Quand on se... Je vais te donner même un dernier exemple, que Dieu me pardonne, parce que le temps avance. On vit dans un monde où on croit que l'Occident, le monde moderne, nous a appris que le passé, c'est être arriéré. Et que le futur, c'est le progrès.
le progrès dont ils nous présentent, dont ils nous parlent, et que certains même des membres de nos communautés ont fini par intégrer comme étant des choses positives, c'est le progrès de leur science. Une science sans spiritualité, une science païenne, comme on dit, ou, comment te dire, aujourd'hui, par exemple, qu'un homme puisse donner naissance, c'est le progrès. Qu'un homme puisse être enceint, c'est comme ça qu'on dit, c'est le progrès. Un certain nombre de thématiques qu'ils évoquent, le transhumanisme et tout ce qui s'ensuit, etc., c'est le progrès. Et le passé, pour eux, c'est la barbarie. Ouais. Mais en fait, ils sont en train d'imposer leur histoire du monde, parce que ces derniers tenants du monde moderne sont les derniers nés de l'humanité. D'autres peuples les ont précédés dans l'histoire. Et donc, eux, leur passé, ils ont commencé par la barbarie, mais au moment où leur barbarie commençait, nous étions déjà dans une dynamique, nous autres, de royauté, sans essentialiser, sans globaliser. Moi, je ne parle pas de théorie, comment dirais-je, darwiniste, je ne crois pas à la théorie de l'évolution, on était un singe, etc. Peut-être que eux, les Occidentaux, ils ont commencé par être des singes et sont développés, ça c'est leur histoire, pas de problème. Mais dans nos traditions, non. Dans nos traditions, tout ce que j'étudie, aucun ancien me dit que nous, on venait des singes. Ouais. En Afrique, je vais en Amérique du Sud, j'ai la chance de beaucoup voyager, je vais dans les Caraïbes, partout où je vais, aucun ancien ne m'a dit que notre peuple venait des singes. Tu comprends? Ouais. Mais l'histoire est toujours racontée par le chasseur et non pas par le chassé. Donc ils imposent une vision de l'histoire où pour eux le passé est la barbarie parce que leur passé fut barbarie, mais notre passé fut la totalité et la primordialité. Et donc revenir au passé, revenir en arrière, ça ne veut pas dire s'enfermer dans un truc passéiste en disant Otep, on marche de travers. Non, c'est pas ça. Mais revenir en arrière et se préoccuper de la racine du savoir et de cette connaissance, non pas pour s'enfermer dans le passé, mais pour construire le présent, c'est pour nous la quête totale de sens. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais du film Tenet, la notion du temps et la notion de la perfection, on n'a pas les mêmes directions. L'Occident et les sociétés traditionnelles, quand elles regardent en arrière, elles voient la totalité qu'elles ont perdue tout le temps passé, parce que quand tu as un produit, tu as une statue, au fur et à mesure que le temps passe, la statue, elle peut s'abîmer. Ouais. Tu vois, elle peut s'écorner. Parce que le temps qui passe fait perdre la totalité. Mais pour l'Occident barbare, plus tu avances dans le temps, plus tu vas vers quelque chose de bon, parce qu'ils partent de zéro pour aller vers quelque chose qui leur appartient. Donc il faut que les nôtres réfléchissent à ça. Leur modernité n'est pas notre totalité. C'est tout. Et notre passé pour nous, notre grandeur, même s'il ne faut pas qu'on y soit incarcéré. Voilà. Très profond. J'essaie. Merci de nous avoir expliqué un petit peu plus ta vision des choses par rapport à ça. J'aimerais qu'on conclue cette troisième partie avec une question beaucoup plus légère. Tu as sûrement dû entendre cette question, mais je pense que ça en dit beaucoup sur l'homme que tu peux être. Cette question, c'est si tu vas en fait sur une île déserte et que tu dois emmener 3 choses. Est-ce qu'on t'a déjà posé cette question? Choses. Okay. Ouais, 3 choses. Tu as demandé 3 personnes. J'allais avoir des regards fixes qui allaient me dire fais gaffe à ce que tu dis. Que 3 choses. Tu es sur une île déserte, il n'y a personne. On te lâche là, tu dois prendre 3 choses. Quelles sont ces 3 choses que tu prends avec toi? Mon portable. Ouais. Qu'est-ce que tu feras avec ton portable? Je suis l'actualité. Moi, je suis comme Bruce Wayne dans sa Batcave. Je surveille tout ce qui se passe. Okay. Et après, j'interviens quand il y a le bas de signal. On va dire ça comme ça. Plus sérieusement, deuxième chose, des photos de mes enfants. Ouais. Et troisième et dernière? Ça doit être un seul objet ou plusieurs? Un objet, un dernier objet. Ça, c'est difficile, le troisième. Ouais. Le premier truc qui te vient à l'esprit? Un livre qui me relierait à la démarche de spiritualité. J'étais sûre. J'hésitais entre livre ou bien un petit son de Tupac, tu vois. Non, Tupac est gravé dans mon cœur, mais j'aurais besoin d'un livre. Un livre qui me relie. J'ai le livre en tête, mais je ne ferai aucune apologie. Mais un livre qui me relierait à la démarche spirituelle. Ouais. Okay. Totalement, ouais. Et est-ce que tu es heureux, Kémy? Je ne serai heureux totalement que quand mon peuple ne sera plus la serpillière de l'humanité. Mais je t'avoue que je suis plus heureux aujourd'hui qu'hier. Sur certains points. Il y en a d'autres où être heureux. Ouais. C'est quoi être heureux en vrai? C'est quoi être heureux?
C'est quoi être heureux? Je pense que chacun sa définition. Toi, est-ce que tu ressens? Moi, je ressens qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois faire. J'estime que j'ai beaucoup fait, mais qu'il me reste beaucoup à faire. Mais est-ce qu'on finit jamais de faire, non? Il y a des gens qui arrivent à un moment, à un état de félicité, sentent qu'ils ont fait ce qui s'était fixé comme objectif. Moi, il me reste beaucoup. Il y a beaucoup de choses que jusqu'à aujourd'hui j'ai fait, que j'avais prévu de faire il y a 20 ans. Ouais. Je suis content de les atteindre, j'arrive. Et puis encore, il me reste encore certaines choses à faire. Okay. Dans la vie humaine, 40 ans, c'est beaucoup, c'est pas mal. Mais dans la vie politique, 40 ans, c'est minuscule. Donc il me reste encore beaucoup à faire. Mais je suis content d'être debout, d'être vivant et de voir les fruits de ce qu'on fait. Quand je vois en Afrique francophone aujourd'hui ce qui se passe, notamment en Afrique de l'Ouest, je suis très fier du travail qu'on effectue parce que les acteurs locaux vous diront la responsabilité, au Mali notamment, ils vous diront la responsabilité qu'Urgence panafricaniste a dans tout ce qui se passe. En Guinée, pareil. Au Faso, pareil. Ça doit être ça la préoccupation pour moi. Donc, heureux, pas intégralement, mais je commence à avoir de la joie que j'ai cherché pendant très longtemps. Ouais. Parce que je vois mon peuple qui est pris d'un sursaut, que ce soit en Afrique ou aux Antilles. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Tu as la gratitude pour ça? Ouais, j'ai la gratitude. Je ne remercierai jamais suffisamment le Créateur, le Seigneur de l'impossible, comme on dit, pour nous avoir permis de faire ça. Parce que nous, on n'est rien, hein. C'est lui qui donne tout. Ouais. Et je pense qu'on n'est que des réceptacles et des outils. Et on fait notre part. Ouais. Donc là, dernière étape, et je veux l'introduire comme les 3 autres, avec quelque chose que je veux te montrer. Et je vais avoir voilà, tes impressions. Qu'est-ce que cette image? Et ce que tu vas voir, t'évoques. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu me demandes de choisir entre 2 options, c'est ça? Tu me dis si je me trompe. Vas-y. C'est d'un côté, il y a la Marina, la présidence du Bénin, ou d'un côté, continuer à agir en sorte de Che Guevara du panafricanisme. C'est ça ou pas? C'est ça. Tu vois comment je suis perspicace. Faut applaudir, s'il vous plaît, quand même. À de gros applaudissements. Sinon, stop. Le dictateur. Crocodile. Non, mais c'est marrant parce que moi, je suppose que tu as pris ça à partir d'une de mes interviews où justement je mets en opposition les 2 options. Et c'est une réflexion perpétuelle que j'ai. Tu sais, il y a beaucoup aujourd'hui de gens, des ministres, de députés, de sénateurs, qui me contactent, qui m'écrivent, qui parfois nous demandent qu'on fasse du consulting, qui parfois nous demandent de l'aide pour qu'on vienne les aider contre des adversaires politiques. Je dis très simplement les choses. Ouais. Ou des gens de l'opposition. La majorité du temps, c'est des gens de l'opposition, d'ailleurs, des anciens ministres. Si j'étais comme eux, je pense que je n'aurais pas l'influence que j'ai aujourd'hui. Cette capacité que j'ai eue avec d'autres, avec les miens, de bâtir notre propre sentier politique, qui a fait de nous des créateurs d'un nouveau courant politique. Quand je dis nouveau courant politique, très important, le panafricanisme ne nous a pas attendu pour exister. Mais le panafricanisme au XXIe siècle, des gens comme nous, des gens comme Nathalie Yamb, etc. et tout, on l'a conceptualisé différemment et on l'a rendu extrêmement populaire auprès de beaucoup de gens. Ouais. Et je ne suis pas certain que si je suis ministre ou si j'étais ministre aujourd'hui ou demain, j'aurais la même liberté et de ton et de mouvement. Ouais. Est-ce que je serais prêt à n'être qu'au Bénin et à ne parler que du Bénin et parler des autres pays en quelques autres occasions, alors que partout où mon peuple souffre, je me sens concerné? Toi, tu es de quel pays, toi? Qu'est-ce que tu dirais? Je crois savoir, mais je ne suis pas sûr. Côte d'Ivoire? Voilà, ok. Ouais. Voilà, je croyais savoir. J'hésitais en Ghana et Côte d'Ivoire, ok. Ce qui est la même chose, d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que je pourrais parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Est-ce que je pourrais parler de ce qui se passe en Centrafrique? Est-ce que je pourrais parler de ce qui se passe dans les autres pays avec autant de facilité si j'étais à un poste institutionnel? Ce sont des questions que je me pose quotidiennement.
Et bon, le Tché, c'est avec les armes qu'il passait son message. Moi, je pense qu'on va pas faire ça quand même. Non, je pense que là, j'utilise juste d'autres armes. Je pense qu'on a tous besoin d'armes. Je ne vois pas la nécessité du fusil pour l'instant, même si quand on doit secouer l'armée française et organiser nos militants pour ça, nos militants se battent avec leurs armes, tu vois. Et ça, je le cache même pas, c'est un secret de polichinelle. Avec nos armes à nous, qui ne sont pas aussi grandes que les leurs, mais on s'organise dans l'autodéfense. Mais je pense qu'armer les consciences, passer partout dans le monde noir francophone, et pas seulement, parce que j'ai fait beaucoup de mobilisations à Barcelone, à Madrid, au Brésil, à Salvador de Bahia, il y a 1 an et demi, je crois, chez les Noirs là-bas. Moi, c'est la mission qui m'épanouit le plus. Je me sens du plus clair au plus foncé, du plus jeune au plus âgé. J'aime tellement mon peuple que cette dynamique guévariste, pour reprendre l'option que tu donnes, du révolutionnaire qui propage le message partout, je pense que c'est en grande partie mon destin. Maintenant, je n'insulte pas l'avenir. Qui dit que je ne pourrais pas faire les deux le moment venu? C'est-à-dire être président ou autre et continuer à répondre le message partout. Kwame Nkrumah était président du Ghana, et il a porté le panafricanisme pour tous les peuples. Kadhafi était président de Libye, mais il a porté le panafricanisme pour tous les peuples. Mais il ne pouvait pas se déplacer partout comme je le faisais, je pense. Parce que gérer un État, c'est pas la même chose que gérer une ONG. Et faut pas insulter l'avenir. Si je te dis que jamais je vais entrer dans la voie institutionnelle, j'y ai pensé ces dernières années. Tout le monde va te le dire, de toute façon. Ouais, après, il y a un truc qui est dommage au sein de notre peuple, c'est que les gens, en fait, ils ne voient la politique qu'à travers les titres. Faut que tu sois ministre, faut que tu sois ceci, faut que tu sois cela. J'ai toujours trouvé ça. Quand je vois comment certains ministres nous mangent dans la main aujourd'hui en Afrique, je ne peux pas considérer ces histoires-là comme un truc important. Ces gens-là savent qu'on est au-dessus d'eux en termes d'influence vis-à-vis de la jeunesse. L'ancien président Roch-Marc Kaboré, qui est tombé aujourd'hui, 10 jours après de m'avoir arrêté, mis en garde à vue et m'avoir expulsé du pays, la première fois qu'il m'avait reçu dans son palais présidentiel, à l'époque il avait moins de pression d'Emmanuel Macron, il me disait, j'ai besoin qu'on voit comment on peut travailler ensemble, en présence d'Hervé Ouattara, mon cher frère Hervé, qui se passe le bonjour, parce que tu touches plus ma jeunesse que moi-même. Ça, ce sont des propos que Hervé pourra certifier, confirmer, que les autres qui étaient là d'ailleurs aussi pouvaient confirmer. Je vais chez le président de Guinée, j'ai été reçu à 3 reprises par lui depuis novembre. Il me dit qu'il suit le travail politique qu'on effectue depuis 2011, d'accord, et qu'il est porté par le panafricanisme que l'on évoque. La ministre de la Famille du gouvernement malien, Founé Camara, ou le député le plus influent aujourd'hui du Mali, Adama Ben Diarra, te diront que officiellement, ils ne s'en cachent même pas. Ils en parlent dans très souvent dans leurs publications, qu'on est ceux qui les ont formés politiquement, que je leur ai donné une orientation politique sur le terrain du panafricanisme. Je n'ai pas peur de dire que c'est Adama Ben Diarra, c'est l'un de mes meilleurs élèves sur le terrain du panafricanisme aujourd'hui. Donc moi, je ne cours pas après ces choses-là. Le terme révolutionnaire a perdu de sa saveur, parce que quand tu entends ceux qui s'en revendiquent, tu as envie de t'en éloigner. Mais la révolution, c'est le recommencement, c'est revenir à l'état initial, éloigné de toute dynamique de perdition. C'est cette rotation. Et dans notre sens, pour revenir à la dynamique métaphysique, on est à un point de modernité qui nous asphyxie. Revenir à un état de primordialité, débarrasser de cette situation d'inéquité et revenir à un état qui va nous renforcer. Donc, je pense que c'est ce qui me correspond le plus. Mais je ne ferme pas la porte, parce que j'ai une aversion tellement profonde pour le gouvernement de mon pays. Gouvernementalement, j'ai une aversion. Moi, je suis quelqu'un de profondément hostile aux gens qui s'accaparent tout, quand la majorité n'a rien. Je donne toujours l'exemple des 5 singes. Un singe prend 4 bananes. Et les 4 autres singes se partagent une banane. Le malade, ce ne sont pas les singes qui se partagent une banane. Tous ensemble, c'est le singe qui s'en a accaparé 4. En pensant que c'est ça le symbole de la force. La force n'est pas dans l'accaparement, mais dans le partage. Donc Talon, c'est le résumé de ça. Celui qui vole toutes les bananes. Et je ne le laisserai pas voler des bananes trop longtemps non plus. Donc, ni nous bananer non plus. Donc, chaque chose en son temps.
Pour l'instant, notre agenda nous pousse à être partout. Là, dans peu de jours, on va partir hors du continent africain et européen. Je n'en dis pas plus, avec notre ONG. Et c'est notre mission. Mais je garde un œil sur ce dossier. D'accord. Voilà. Et donc, dans 10 ans, idéalement, Kémy, c'est pas, il est où? Il fait quoi? Je serai là où il faut être pour encore plus faire accélérer le processus d'autodétermination de nos populations. Si ça passe par le fait de toujours présider l'ONG Urgence Panafricaniste, qui est en train de devenir une institution petit à petit sur le continent et dans la diaspora, on le fera. Si ça doit passer par diriger un pays, en l'occurrence le Bénin, pour après aller vers l'Union africaine, qui est un souhait, l'Union africaine a toujours été un souhait à une certaine époque, on verra. Il y a une organisation, dans tous les voyages révolutionnaires que j'ai fait dans le monde, je fais des voyages révolutionnaires en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, une organisation m'a beaucoup marqué dans sa formation théorique et politique, c'est le Hezbollah. Alors quand on entend Hezbollah, on voit des grands barbus avec des armes qui tirent, Allahu Akbar, etc. Bon, ça fait peur pour certains. Ok. Mais ce que j'ai retenu de cette organisation, c'est que c'est une organisation qui est plus forte que beaucoup d'États. Okay. C'est une organisation qui a son schéma de société, qui a sa façon de faire, qui a son idéologie. Et le dirigeant de cette organisation, Hassan Nasrallah, il est plus puissant que beaucoup de chefs d'État. Donc moi je pense qu'Urgence Panafricaniste est en train d'aller vers une voie. Aujourd'hui, tous les présidents dictateurs qui tombent là, en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, Macron a tenu un discours il y a 3 jours où il parlait de nous. Où il parlait de ces activistes qui sont soutenus par leurs ennemis en gros. Ça m'a fait rire, quand on est soutenu par la France, il n'y a pas de problème, mais quand on est soutenu par les ennemis de la France, là par contre ça devient problématique, c'est normal. Et qui disait qu'en plus on s'attaquait à certains présidents, ils nous visaient directement, sans nous citer. Ils ont un problème avec nous. Et nous, on a un problème avec eux. Et je répète, on ne détruit pas Babylone en voulant reproduire Babylone. On détruit Babylone en inventant un autre schéma pour avancer. C'est Sankara qui disait « oser inventer l'avenir ». Oser l'inventer, c'est pas vouloir reprendre les postes qu'ils ont créés. C'est se créer sa propre voix. J'ai été censuré en France. Je suis l'une des voix aujourd'hui africaines francophones les plus audibles politiquement. J'aime pas le terme populaire parce que je ne suis pas un chanteur, mais les plus influentes, de très loin. On a tout fait pour me présenter comme un monstre vis-à-vis des miens. Aujourd'hui, il n'est pas compliqué de savoir qui est qui et qui fait quoi et ce que je suis. Et mon accessibilité, malgré mon influence politique, rappelle aux Noirs du quotidien, de la rue, où qu'ils soient en Afrique ou dans les Caraïbes ou en Europe, que je ne suis bien qu'avec les miens. On ne peut pas tricher longtemps. Donc je suis très serein sur tout ça. Très bien. Voilà. Et quelle est la chose dont tu veux qu'on se souvienne, Kémy, le jour où tu ne seras plus là, à ton sujet? Que j'aurais essayé de redonner de la dignité à mon peuple. Voilà. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Et je pense que j'aurais réussi sur certains points quand même. Je pense. Très bien. Mais seul Dieu est savant. Donc on dit si Dieu veut. Si Dieu veut. Voilà. Et dernière question, quelle est la chose la plus importante pour toi sur laquelle on doit se concentrer en tant qu'afro-descendant justement pour élever notre communauté? Sur notre mission individuelle pour renforcer notre force collective. Il n'y a de collectif fort que quand il y a des individualités fortes. Il y a de collectifs forts que lorsque les individualités comprennent leurs responsabilités. C'est comme si notre peuple c'est l'équipe de foot. Et chaque citoyen de ce peuple doit savoir qu'il a un poste qui est déterminant, du titulaire au remplaçant, pour que l'on puisse avancer. Penser, c'est pour ça que je suis un anti-leadership en tant que tel, je ne supporte pas la notion de oui, c'est un leader, c'est... Non. Non, moi je crois pas à ça. Je pense pas que tu es un leader quand même. Ça m'intéresse pas en fait même de penser à ça. Leader d'opinion, oui, mon avis est plus suivi que d'autres. Il y a des gens parfois qui vont dire un truc, ça va pas être écouté, si je le dis, ça va être plus écouté. C'est vrai. Mais leader, ça veut dire que je suis le conducteur et que les autres, ils sont juste là en train de se tourner les pouces, à être dans le bus. Alors moi, j'ai besoin qu'on soit tous des leaders. Parce que l'erreur qu'on a fait dans le passé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un ou une leader qui a émergé, quand on a fumé cette personne, tout s'est arrêté. Sankara est mort en 87, je crois. On a attendu combien de temps pour qu'il y ait une, entre guillemets, révolution, surtout quand on sait ce que ça a donné. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut que le peuple s'imprègne de ces réalités. Moi, quand je te vois, normalement, on ne demande pas à une femme quel âge tu as, mais comme je suis ton papa, j'ai le droit de te dire, tu as quel âge? Grand frère, tu peux dire grand frère, tu peux pas dire papa quand même. Non,
j'aime bien me vieillir. Je peux pas donner mon âge comme J'aime ça. bien me vieillir. Tu veux pas? Ça. Bon, en tout cas, pour moi, tu as moins de 30 ans. En tout cas. Je prends. Ah ouais, et tu sais. Ce n'est pas vrai. Et tu sais. Je dis non, papa, je les connais. Et donc, plus sérieusement, pour moi, tu es une future jeune leader. Dans ton domaine, ça va être le domaine de la communication. Via YouTube, vous allez être un média. Là, vous êtes sur Insta. Vous allez devenir un média qui, tôt ou tard, même les chaînes institutionnelles occidentales, ils vont chercher à essayer de vous récupérer, de vous acheter. Et j'espère que vous allez refuser pour garder votre intégrité. Hein, c'est une petite capsule que je vous annonce, sinon vous nous aurez sur le dos. Mais nous sommes tous appelés à être des leaders. Et que notre parcours, le parcours de mon équipe rappelle, c'est très important, qu'on a eu le monde contre nous, blanc et noir, que personne ne croyait en nous au départ. Et la revanche de l'histoire, c'est que des années plus tard, on est les plus influents dans ce domaine du panafricanisme. D'ici quelques mois, on sera peut-être à 1 million de personnes qui nous suivent sur Facebook sans jamais une petite publicité injectée pour... Non, c'est le peuple qui sait. Et pour moi, ça, c'est... Je sais d'où on vient. J'ai fait des meetings dans des caves, j'ai fait des meetings dans des garages, j'ai fait des meetings dans des parkings, j'ai fait des meetings sur des places publiques, j'ai fait des meetings dans la cour de la prison. Je sais de quoi je parle. Et être là où on est aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à là où on sera demain. Mais c'est déjà un symbole pour ceux qui veulent emprunter notre chemin et nous dépasser. Parce que comme je dis toujours à mes enfants, on ne mène pas ce combat pour être des idoles que vous admirez. On mène ce combat pour que vous veniez et vous nous dépassiez. Voilà, c'est très important. Très bien. Voilà. On va laisser un héritage, que chacun puisse jouer son rôle. Exactement. Et qu'on ne regarde pas ce qui est là maintenant, mais qu'on avance avec la vision. Exactement. Très bien. Bah écoute, Kémy, on arrive à la fin. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps. Merci pour ces précieux conseils. Ça a été un plaisir de retourner sur tes traces. J'espère que tu as apprécié le voyage dans cette machine à voyager dans le temps. On a apprécié, on a apprécié. Merci beaucoup. J'espère que tu iras le plus loin possible, petite sœur, vraiment. Merci que beaucoup. Black Connection et que Be YouTube, vous irez le plus loin. Merci. Et en tout cas, tant que vous serez dans cette ligne d'authenticité, d'amour, de fraternité, tu sais, il existe dans notre communauté 2 catégories de gens. Ceux qui, dès qu'ils voient quelqu'un briller, vont tout faire pour le salir, le calomnier, le jalouser. Il y en a certains, c'est des névrosés. Hein. J'en vois à qui parfois je réponds même pas parce que chaque jour, je vois une invention sur une invention. Tu dois tout voir, toi. Oui, mais c'est toutes les couleurs. Quand tu as autant de gens qui t'aiment, tu ne peux pas ne pas avoir des gens non plus Bien qui sûr. ne t'aiment pas et qui, de l'autre côté, vont tout faire pour inventer des choses les plus grotesques pour essayer de te discréditer. Quand tu sais que tu as un certain niveau, tu dois te concentrer sur les choses que tu dois effectuer. Ouais. C'est tout. Tu n'as même plus le temps de répondre à des repus et des perdus de la société. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui, quand ils voient des gens qui s'élèvent, eh ben, ça leur donne envie de s'élever aussi. Ouais. Et moi, chaque fois que je vois des jeunes, ou moins jeunes, qui sont dans cette dynamique-là, si je peux les porter et les accompagner, je le fais. Merci. Pour moi, c'est une très grande fierté. Quand on était jeune, on n'avait pas de médias afro. On n'avait pas ça. On n'avait pas, ouais. Nous, on était là au début d'Internet. Hein. Il faut quand même que vous vous rendiez compte. On n'avait pas de réseaux sociaux ni rien. Les vrais le savent. Toi, tu as une tête d'ancien, donc je crois que toi, tu devais être là il y a très longtemps. T'étais là avant moi, Quand même, oh. Je te taquine. C'est vrai? Ah, ok, très bien. Et toi, tu as l'âge camerounais, donc c'est pire encore. Je rigole. Ah, il a dit qu'il taquinait beaucoup. Faut pas l'écouter, ça va aller. Je rigole.